m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Aujourd'hui, je reçois Irène Sepi. Bonjour Irène, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui t'es, de quel organisme que t'es? Oui, dans le fond, moi, je suis sexologue, puis j'ai gradué de mon bac en sexologie là, cette année. Puis je travaille pour l'OFF Québec. C'est avec l'OFF Québec que je suis venue aujourd'hui. C'est un organisme communautaire dans le Vieux-Montréal. Puis notre mission, c'est de réduire la violence chez les jeunes qui sont à risque, puis aussi de développer leur intelligence émotionnelle. On fait ça avec des ateliers d'art, de photographie, d'écriture. Puis on a aussi tout un volet sexo. Donc moi, c'est plus Oui. sur ça que je me concentre, où on va dans les écoles, en fait, donner le contenu obligatoire d'éducation à la sexualité. Fait que c'est un peu pour ça que je suis ici Oui, aujourd'hui aussi, mais tu parce nous en que parler c'est aujourd'hui. ça. On veut un peu éduquer les jeunes. On croit que les éduquer sur la sexualité, c'est vraiment le bon outil là, pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions. Bien, tout à fait. Est-ce que tu veux commencer là, par nous décrire c'est quoi le cycle menstruel, les différentes phases? Peux-tu nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, dans le fond, en faisant mes recherches, j'ai réalisé qu'il y a certaines personnes qui vont le diviser en différents nombres de phases. Il y en a qui vont dire que c'est 2, il y en a qui vont dire que c'est 3. Moi, je trouve que la séparation en 4 phases, c'est un peu comme la meilleure pour qu'on comprenne exactement ce qui se passe. Puis, vu qu'on parlait un peu d'image corporelle aujourd'hui, ben, c'est un peu là-dessus que je vais focus parce que je suis pas endocrinologue. Puis, je pense que les, Oh. les hormones en tant que telles, c'est peut-être pas ce qui touche le plus les gens. Mais dans le fond, moi, je l'ai séparé en premier avec la phase menstruelle. Donc ça, on la connaît. C'est la phase qui est la plus visible, c'est les saignements, puis c'est ce qui se passe quand l'endomètre, là, à l'intérieur de l'utérus, qui s'était épaissi en vue d'accueillir une potentielle grossesse, réalise que finalement, il n'y en aura pas de grossesse. Fait que on sort tout ça, puis on recommence. Donc, la phase menstruelle, ben, ça peut être à peu près 3 à 7 jours là, pour la plupart des personnes. Puis, les effets qu'on pourrait ressentir là, au niveau physique, vu que c'est un peu sur ça qu'on se concentre aujourd'hui. Pour plusieurs personnes, ça va être des ballonnements, ça va être des envies de nourriture, ça va être peut-être des poussées d'acné au niveau de la peau, ça va être des difficultés du sommeil. Ça peut être un peu comme un moment désagréable à passer là, pour certaines personnes. Puis ensuite, on va aller dans la phase qui est folliculaire. Donc ça, c'est quand il y a la croissance, dans le fond, de plusieurs follicules qui deviendront là, éventuellement des ovules qui se fait. Puis à ce moment-là, ben, souvent, c'est après les menstruations. Les gens, ils se sentent bien dans cette phase-là. Tu sens que tu as de l'énergie, tu dors bien, tu es de bonne humeur. Pour beaucoup des gens, c'est comme une des phases plus agréables là, de leur cycle, on va dire. Puis quelqu'un, supposons là, qui a des longues menstruations, là, supposons que ça va durer jusqu'à 10 jours. Est-ce que la phase folliculaire va commencer pendant les menstruations ou c'est vraiment quand les saignements arrêtent, là, la phase folliculaire commence? Ben, ça se peut qu'elle commence pendant la fin des menstruations, vu que au final, comme c'est les contractions de l'utérus qui vont expulser les menstruations, c'est ça l'action que le corps fait, on va dire. Mais après, selon comme la texture du sang, toutes ces choses-là, ben, ça se peut qu'il s'écoule pendant plus longtemps, mais c'est pas parce qu'il s'écoule toujours que le processus est nécessairement toujours enclenché. Ça OK. peut être passé au processus suivant. Puis pour beaucoup de personnes, d'ailleurs, ils vont reconnaître, admettons, quels jours sont leur cycle menstruel, mais il y a comme quelques petits jours à la fin où c'est comme, ah ben j'ai encore des saignements, mais ça compte plus, ou tu sais, j'arrête de comme faire trop attention, ou moi, je compte plus dans mon cycle. Fait que les phases peuvent comme se superposer un peu comme ça, là, OK. c'est sûr. C'est bon, c'est bon. C'est ça. Fait que ensuite, après la phase folliculaire, il y a la phase ovulatoire, que certaines personnes rentrent dans la phase folliculaire. Mais je trouve qu'il est important à un peu dissocier parce que pour beaucoup, c'est la phase qu'ils vont décrire comme celle où ils ont le plus de désir sexuel, celle où ils ont le plus de libido. C'est une phase qui est comme très perceptible pour certaines personnes. Donc, je trouve ça intéressant là, de choisir de la séparer. Puis ça, c'est quand l'ovule qui a été sélectionné parmi les follicules qui s'étaient développés, ben, il va commencer son chemin dans les trompes dans le but d'être fertilisé par un spermatozoïde si ça arrivait. Puis si ça n'arrive pas, ben, il va continuer son chemin. Puis on arrivera à la phase lutéale. Juste par rapport à l'ovulation, là, on entend souvent des personnes dire ah, ça me fait mal pendant l'ovulation, tout ça. Tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui peut causer de la douleur? C'est l'ovule qui sort de C'est l'ovaire? vrai qu'il y a certaines personnes qui vont dire que
ils peuvent le ressentir, là, comme une genre de petite crampe sur un côté. Puis j'ai déjà entendu quelqu'un me dire « Ah, avant, je savais pas qu'on pouvait ressentir ces crampes-là. » Fait que j'allais googler de quel côté était mon appendice parce que j'avais peur de faire une crise d'appendicite à chaque fois. C'est ça qu'on sait pas, là. C'est ça. Puis dans le fond, c'était comme « Ah non, c'était juste ton ovulation que tu ressentais parce que ça va se passer d'un côté ou de l'autre. » Je suis pas sûre exactement c'est quoi qui cause la crampe, là. Ben, je pense que c'est les ovaires qui qui sont très sensibles, en fait. Puis pour certaines personnes, peut être un peu plus sensible. Puis c'est vraiment l'ovule quand il sort de l'ovaire pour aller dans la trompe. Ouais, je C'est pense ce qu'on que ça m'avait aurait du expliqué là, dans sens. tous les traitements de fertilité. Là, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Ah bon. C'était plus intense. Là. Oui. Puis là, tu parlais aussi là, de l'acné pendant les menstruations. Moi, j'ai un bouton d'ovulation à tous les cycles. Ah, Est-ce que ça a rapport ou c'est juste un addon comme ça? ben, ça a du sens vu que, tu sais, au final, on le sait que, par exemple, l'acné, elle a un rôle avec les hormones. Fait que c'est sûr que n'importe quelle fluctuation d'hormones peut amener un changement. Pour certaines personnes, ben, ce changement-là, il va être quelque chose qu'eux considèrent comme positif. Pour d'autres, ça va être quelque chose qu'eux considèrent comme négatif. Mais il y a des gens qui ont des signes physiques d'ovulation. Puis d'ailleurs, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais pendant mes recherches, quelque chose qui est ressorti, c'est que c'est possible, en fait, pour des humains de décerner quand quelqu'un est en ovulation ou pas, d'après leur visage. C'est quelque chose qui est un peu comme subconscient. C'est pas « Oh mon Dieu, je trouve que telle personne est belle aujourd'hui, elle doit être en ovulation. » Mais lors des études, si on montrait le visage de la même femme en ovulation puis en période de menstruation à plusieurs personnes, ben, c'était à un taux plus haut que le taux du hasard, que les gens allaient dire elle est plus belle sur cette photo-là. Puis apparemment, c'est des différences subtiles, genre la taille des lèvres, l'hydratation de la peau, genre des choses qu'on remarquerait pas nécessairement. Mais c'est intéressant vu que pour plusieurs personnes, elles disent « Ah, je me sens plus attirante, j'ai plus de désir sexuel, par exemple, pendant les menstruations. » Ben, c'est intéressant de se dire « Ah, mais en fait, quelque part, t'es peut-être un peu plus belle. Au moins, il y a un changement physique. C'est pas juste toi qui te l'imagines aussi. » Là. Puis quand tu as le désir sexuel aussi, tu dégages ça. Donc, j'imagine que ça a une petite influence. Oui, aussi. exactement. Fait que l'ovulation, souvent, c'est une phase appréciée des gens, on va dire. Puis ensuite, la phase lutéale... C'est 24 heures, hein? C'est ça. Souvent, c'est quelque chose qui va plus être vu comme une journée. Je sais que s'il y a des gens qui, mettons, suivent leur cycle à travers une application, quelque chose comme ça, souvent l'application va dire c'est ta journée d'ovulation. C'est pas quelque chose qui dure longtemps. Puis c'est pour ça que, en tout cas, c'est plus facile, moins facile selon les personnes. Mais ça peut être intéressant pour des gens qui essaient justement de concevoir, d'être comme d'être au courant de ça va être quoi la journée idéale, on va dire, là, pour que la rencontre se fasse entre les... Puis c'est 24 heures en moyenne, mais ça peut varier un petit peu, je pense. Hein? Ça peut varier un petit peu, puis c'est que c'est intéressant aussi de se donner une marge plus large, surtout, par exemple, nous qui côtoyons beaucoup des jeunes où ils ne recherchent pas à avoir une grossesse à travers leur sexualité, ben c'est de pas te dire « Ah oui, c'est vraiment ce moment-là », puis hors de ce moment-là, genre, t'inquiète, tu y penses même pas. C'est bien aussi de se donner une marge pour se dire « OK, il faut quand même faire attention si c'est pas quelque chose que tu veux qui arrive », parce qu'en plus, bon, là, c'est pas la question, mais les spermatozoïdes peuvent vivre quand même longtemps dans le corps et tout, donc une ovulation plus ou moins bien timée, mais ça peut finalement résulter en une grossesse non désirée aussi, fait que c'est sûr que... Ben oui, c'est ça. Je pense qu'on parle à peu près 5 jours là, pour la durée de vie des spermatozoïdes à l'intérieur du corps, à l'intérieur des trompes et tout. Puis aussi, ben, c'est que l'ovulation, dans le fond, peut arriver si on a une source de stress ou stress positif ou négatif, mais ça peut varier aussi, là, faire varier avec les hormones. Exactement. Tout ce qui joue sur les hormones, puis on le sait que le stress, ça joue sur les hormones, le sommeil, toutes ces choses-là. Même si, par exemple, la personne a pris un contraceptif d'urgence à un certain moment, ça peut comme changer. Fait que c'est sûr que bien que oui, ce soit scientifique, c'est quelque chose qu'on peut surveiller, c'est toujours intéressant d'être comme un peu plus prudent qu'il faut. C'est quelque chose qu'on essaie d'éviter, ça, c'est sûr. Fait qu'ensuite, on va tomber justement, on a eu notre ovulation, wouhou, c'est passé, on était bien contents. Phase lutéale, à la fin de la phase lutéale, ça va être le début du prochain cycle. Fait que la fin de la phase lutéale, c'est un peu la phase qu'on appelle prémenstruelle chez la plupart des gens, où t'as beaucoup de gens qui vont te dire « Ah, je le sens quand je suis dans ma phase prémenstruelle. Oh oui. Je suis de mauvaise humeur, encore une fois. J'ai peut-être envie de m'isoler un peu. Encore une fois, je me sens peut-être ballonnée. J'ai l'impression que je prends du poids. J'ai l'impression que ma peau me fait des boutons dont j'ai pas envie. » C'est comme un moment qui est un peu désagréable pour beaucoup de personnes. Puis
c'est là aussi qu'on peut voir l'apparition de, je sais pas si tu connais le trouble dysphorique Oui. prémenstruel. Mais veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, on peut en parler un petit peu. Mais c'est ça, justement, que pour certaines personnes, la période prémenstruelle, ça va être des énormes périodes d'agressivité, d'anxiété, de colère, de douleur, mais c'est un point qui est comme... ou même de dépression, d'envie suicidaire, vraiment des grosses, grosses, grosses émotions. Puis malheureusement, ben, c'est pas quelque chose qui est super connu ou qui est super étudié non plus. Puis d'ailleurs, ben, c'est pour ça que ça s'appelle un syndrome, parce que c'est pas encore très comme clarifié. Oui. Mais c'est ça, ça prend à beaucoup de personnes beaucoup de temps avant de réaliser que, oh mon Dieu, c'est pas normal que j'ai envie d'assassiner quelqu'un quand je suis dans ma phase Non. prémenstruelle. Non. Puis, tu sais, ça va varier aussi d'une personne à l'autre et tout. Puis, l'autre fois, j'entendais quelqu'un dire syndrome, tu sais, c'est très péjoratif, justement, tu sais, comme c'est pas tellement connu. Puis, j'ai remarqué que tu avais dit la phase prémenstruelle. Je Ouais. pense qu'il est plus positive, là, de manière de le dire, là. Mais c'est ça aussi. Puis, tu sais, on peut en parler parce que je trouve ça vraiment intéressant, mais il y a un peu parfois une pathologisation, on veut dire, là, des menstruations ou de choses qui sont au final normales puis qui doivent arriver là, chez chaque personne. Puis c'est sûr que nommer les choses comme un problème médical, par exemple, ben, parfois ça peut être un peu au détriment des personnes qui le vivent. Mais dans le cas, je pense, du syndrome de dysphorie prémenstruelle, ben, c'est utile parce que le nommer comme un syndrome, ben, ça, pour certaines personnes, ça leur donne le droit de chercher des réponses puis de chercher Ouais. des solutions un peu. Tu sais, il y en a pour qui, justement, de la contraception hormonale, par exemple, ou même la médication pour traiter l'anxiété, la dépression, ces choses-là, ça va les aider à mieux vivre leur phase prémenstruelle aussi, là, ça, c'est sûr. Ben, c'est vrai, c'est un autre bon point de vue, là. Merci. Ouais, c'est ça. Puis, justement, comme, tu sais, être sur ses gardes, être en irritabilité, être en colère, toutes ces choses-là, à un certain degré, oui, c'est normal. On va peut-être être plus susceptible, on va dire, pendant notre phase prémenstruelle. Mais c'est sûr que si quelqu'un là, écoute ça et se dit « Oh mon Dieu, mais moi, c'est vraiment, genre, c'est pas normal » ou ça empiète vraiment sur ma vie, je prends des mauvaises décisions, je me chicane avec des gens, ben ça vaut la peine de se poser des questions. Là. Puis, comme ça varie d'une personne à l'autre, ça varie aussi pour une même personne d'un cycle à l'autre. Je pense qu'il y a des éléments qui peuvent influencer ça, où on peut faire des choses dans l'alimentation, le sommeil. Oui, c'est sûr qu'au cours de la vie, le cycle va changer. D'abord, on le remarque quand on est plus près de nos premières menstruations versus les dernières menstruations, notre cycle va changer, va se placer un petit peu là, au courant de la vie. Puis il y a des moyens de vivre en accord avec ça. Je pense que c'est ma collègue Véronique là, qui veut rentrer en profondeur là-dedans. Puis moi, justement, je trouvais que c'était intéressant de se pencher sur l'image corporelle parce que, comme on l'a vu, il y a des changements qui arrivent. Puis je pense qu'on a tendance à se dire peut-être c'est dans notre tête, c'est juste une question de confiance en soi, de je me trouve pas belle cette journée-là ou je me trouve belle cette journée-là. Mais c'est intéressant, comme je te dis avec l'étude sur l'ovulation, par exemple, qu'il y a réellement un changement qui se passe. Oui. Puis c'est quelque chose qui vaut la peine là, qu'on se penche dessus. Puis c'est pas parce qu'il y a réellement un impact sur notre corps qu'on doit ne pas se sentir belle. Là, c'est vraiment Non, exactement. Mais c'est vrai que... C'est quelque chose c'est intéressant, c'est quelque chose auquel je pensais aussi quand je faisais mes recherches, mais ce côté où, oui, les hormones vont affecter nos émotions pour de vrai, comme on peut le voir dans la phase prémenstruelle, mais parfois, j'entends un peu ce questionnement de mais est-ce que admettre que les hormones jouent sur nous, c'est admettre que entendre des phrases comme mais de toute façon, t'es pas parlable parce que t'as tes règles, mais c'est quoi, t'es fâchée juste parce que t'as tes règles. Est-ce que ça justifie qu'on nous dise un peu que c'est ça, qu'on nous stigmatise, qu'on n'écoute pas nos opinions parce que c'est nos émotions, c'est nos hormones qui parlent? Puis je trouvais ça intéressant un peu de se poser cette question-là, d'avoir cette réflexion-là de oui, ces émotions-là, peut-être qu'elles sont plus exacerbées par nos hormones, mais ça les rend pas moins réelles pour la personne qui les vit à ce moment-là. T'sais, si t'es très, très, très irritable et tu te fâches, mais peut-être que oui, tes hormones jouent là-dessus. Est-ce que ça veut dire que ta colère, elle n'existe pas, qu'elle n'est pas vraie, qu'il n'y a rien qui l'a déclenchée? Non, pas nécessairement. Non, dans le fond, ça fait juste amplifier les émotions qu'on aurait eues naturellement. Donc, Oui, si il y a quelque chose qui nous indigne, on va être plus en colère qu'à la normale, mais ça ne vient pas invalider le fait que on a raison d'être indigné. Oui, C'est ça, là, c'est vrai. Là. Exactement. Puis de le savoir, ça peut être
un outil pour nous prendre du recul, c'est se dire, mon Dieu, Ouais. OK, je viens vraiment de comme m'énerver. Peut-être que c'était un peu exagéré, mais je pense pas que ça donne la permission, ça donne raison aux autres là, de nous tenir compte de ça pour nous dire, ah non, 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 c'est pas toi qui parles, c'est tes hormones, Non, des choses tellement comme pas, ça. là. Puis ça, c'est quelque chose qui est comme important parce que c'est encore quelque chose qui revient dans l'humour, un peu moins aujourd'hui, heureusement, mais tu sais, dans des vieilles séries, des vieux films ou des vieilles émissions de télé, t'as des blagues là-dessus de comme, oh mon Dieu, elle a ses règles, genre, elle est de mauvaise humeur. Ah, c'est quoi, là, tes règles, tu sais? Puis c'est pas quelque chose qu'on peut comme tenir au-dessus de quelqu'un pour lui dire, ah, ah, comme, je t'ai pogné dans le fond, t'as tes règles, puis c'est pour ça Non, que tellement pas, c'est là. désagréable, là. Oh, oui, Vraiment puis pas. on n'est pas juste en colère pendant cette période-là non plus, là, si on voit quelque chose là, qui fait aucun sens pour nous. Ouais, exactement. Donc, c'est un bon point. Puis comment tu dirais que ça impacte l'image corporelle, les hormones, le cycle? Ouais, c'est ça qui est intéressant parce que, comme on l'a dit, il y a un peu un impact physique, mais en lisant justement des études, là, quand je faisais plus mes recherches là-dessus, puis d'ailleurs, j'ai toutes mes études en référence, si ça t'intéresse là, Oui, oui, ben d'avoir oui. ou de les fournir. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on faisait des tests de satisfaction corporelle, puis je trouve ça intéressant un peu de se pencher sur comment ils font ces tests-là. Dans la plupart des études que j'ai consultées, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient présenter à des personnes. Puis là, on veut beaucoup du langage féminin, je pense, au cours de cette conversation, mais on s'adresse vraiment à tout le monde là, qui a un cycle menstruel. Souvent, pour les études, ils vont prendre que des femmes qui s'identifient comme femmes pour pouvoir réguler justement là, leurs statistiques puis qu'il n'y ait pas trop de variations là-dedans. Mais dans cette étude-là, par exemple, ils prenaient un groupe de femmes, puis ils leur montraient un alignement de différentes images de corps, puis ils leur demandaient de pointer le corps qui était leur corps idéal, celui qu'elles aimeraient avoir. Puis ensuite, Pas des images à elles, là, non, des images corps. comme un OK. graphique Parfait. qui montrait différents corps. Puis souvent, c'était au niveau d'une fluctuation de poids qu'il y avait, là, qu'on allait d'un corps qui était très, très mince à un corps qui était très, très gros, puis les personnes devaient comme décider. Puis elles allaient choisir le corps qui était le corps idéal pour elles. Puis ensuite, on leur demandait d'identifier lequel ressemblait le plus à leur corps à elles. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de leur cycle, on faisait le même exercice. Le corps idéal, il ne changeait pas vraiment. Elles avaient toujours le même idéal, mais leur perception de leur corps, elle, allait changer au niveau du cycle. Ah oui, hein? Puis souvent, elles allaient choisir un corps qu'elles trouvaient moins attirant quand elles étaient dans leur phase menstruelle ou prémenstruelle, comme le corps qui leur ressemblait le plus, puis un corps qu'elles trouvaient plus attirant ou en tout cas qui se rapprochait plus de celui qu'elles avaient choisi comme idéal quand elles étaient dans leur phase ovulatoire ou quand elles étaient un peu comme justement dans les phases qu'on a vues qui étaient attachées avec plus une bonne humeur puis une meilleure confiance en soi. Fait que c'est intéressant de voir que l'image corporelle variait selon cette mesure-là au cours du cycle. Et pourtant, les études qui ont tenté de mesurer précisément est-ce qu'il y a un changement au niveau du poids, parce que c'était souvent ça qui revenait, au niveau de la taille corporelle, elles étaient un peu mitigées. Il y en a beaucoup qui disaient que non, il n'y avait pas vraiment une vraie variation. Puis il y en a qui, avec un outil de mesure particulier, ont trouvé une variation, mais c'était pas une variation du pourcentage de graisse du corps. C'était vraiment une variation, en fait, au niveau de l'eau, qui a tendance à retenir plus d'eau dans les cellules. Il y a plus de rétention d'eau. Oui, c'est ça. À la phase prémenstruelle, à la phase menstruelle. Fait que dans le fond, là, cette peut-être impression d'avoir un corps plus large ou d'être plus gonflé. C'était quelque chose avec qui les ballonnements que tu parlais aussi tantôt. Là. Expliqué par cette rétention d'eau-là, ce qui peut paraître contre-intuitif, mais c'est pour ça que c'est important de beaucoup s'hydrater, justement, pour éviter là, de retenir toute l'eau. Fait qu'on voit que la perception du poids, ça peut être quelque chose qui va affecter l'image corporelle des gens pendant le cycle menstruel. Si c'est quelque chose auquel ces personnes-là accordent de l'importance, ça peut comme les faire baisser dans leur estime. Ou il y en a beaucoup avec le ballonnement qui vont parler de comment elles sont confortables dans leurs vêtements. Que si mes vêtements sont plus serrés, j'ai l'impression d'être moins confortable. Donc, je me sens moins bien, je suis moins libre de mes mouvements, tout ça. Après, c'est sûr qu'il y a des changements au niveau de la peau aussi. On a parlé là, de l'acné qu'il peut y avoir autour de l'ovulation, autour des menstruations. Ben, pour certaines personnes, c'est comme, mon Dieu, genre, je me sens vraiment moins bien, j'ai moins envie d'être en public, j'ai moins envie qu'on me voie, toutes ces choses-là. Puis l'impression d'être moins attirant aussi, que ça, c'est quelque chose qui a été mesuré aussi, que oui, pendant l'ovulation, on se sent plus attirant, mais qu'aussi l'inverse, pendant les menstruations, la phase prémenstruelle, on peut se sentir moins attirant, moins attirante. Puis ça, c'est sûr que ça joue, là, comme tu disais, sur comment on se présente dans le monde, un peu notre énergie là, qu'on met dans les situations sociales, à quel point on se sent attirant, moins attirant.
J'ai lu une autre étude, je sais pas si je la tiendrais comme le Graal parce qu'elle était vraiment vieille, mais qui étudiait l'habillement des femmes selon leur cycle menstruel, puis qu'elles avaient tendance à s'habiller d'une manière qu'elles considéraient comme plus sexy ou plus révélatrice quand elles étaient en phase ovulatoire, puis au contraire, à plus se Ouais. couvrir quand elles étaient en phase d'ovulation, de menstruation, pardon, puis prémenstruelle. Donc, tu vois que ce côté-là, ou même si on n'est pas au courant ou qu'on ne regarde pas notre cycle, ben, inconsciemment, on va un peu adopter là, des comportements qui vont comme varier en fonction des phases aussi. Puis on s'adapte aussi, là, tu sais, quand on se sent ballonné, on n'a pas envie d'être dans un Là, tout jean serré, là. serré, Ouais. là, c'est ça, là, on a envie d'être confortable, puis tu sais, c'est peut-être ça aussi, là, qui vient Ben oui, jouer, là. 100%. Puis la dernière chose que je voulais mentionner dans les impacts que les menstruations peuvent avoir sur l'image corporelle, puis c'est intéressant pour nous de discuter parce que aussi avec Love, on travaille beaucoup avec des jeunes qui font partie de la communauté LGBTQ+, mais c'est que ça peut être vraiment une expérience de dysphorie de genre pour des gens qui associeraient les menstruations à quelque chose de très féminin puis qui ne désiraient pas cette féminité-là. Ça peut être un moment le plus difficile. Puis j'avais lu justement une étude qui étudiait des adolescents qui étaient trans ou non-binaires, qui étaient assignés femmes à la naissance. Puis jusqu'à 93% de ces adolescents-là disaient que les menstruations, ça leur apportait comme un grand niveau de détresse, un grand Ah niveau de oui, hein? dysphorie, au point où, en fait, il y en avait 88% d'entre eux qui étaient intéressés à des traitements qui allaient supprimer leur menstruation, donc soit de la thérapie hormonale ou soit, Ouais. par exemple, de la contraception hormonale. Puis je trouve que c'est intéressant, justement, puis on peut en parler plus tard quand on aborde des pistes de solutions, mais de se pencher sur comment des adolescents trans ou non-binaires, par exemple, peuvent mieux vivre leur menstruation parce que faire de la thérapie hormonale ou prendre une contraception hormonale, ben, c'est quand même une grosse décision qui se prend pas nécessairement à la légère parce qu'elle a d'autres impacts. Puis ce serait dommage si le sentiment de mal-être par rapport aux menstruations, c'était la raison pour laquelle ces jeunes-là vont choisir, par exemple, la thérapie hormonale pour laquelle ils ne se sentaient pas nécessairement prêts là, autrement. Fait que c'est sûr que si on veut un peu éviter aussi d'être comme ah, la solution, c'est de supprimer les menstruations, même pour les gens qui vivent très mal leur menstruation à cause de leur image corporelle, ben, il faut se pencher sur d'autres solutions pour qu'on évite de se dire ben, c'est les menstruations le problème, il faut éliminer les menstruations. Si on peut apprendre peut-être à mieux les vivre, ça pourrait être non seulement utile parce qu'on éviterait de prendre d'autres chemins qu'on n'aurait peut-être pas pris, mais aussi parce que parfois on n'a pas le choix de vivre avec un cycle menstruel. Donc, c'est toujours le Oui. fun de penser à comment mieux le vivre. Là. Puis c'est Puis le nom du podcast d'ailleurs. c'est drôle, dans la série documentaire SPM là, sur tout.tv, Mhm. j'entendais une personne trans qui disait que quand elle avait ses menstruations, euh, elle préférait utiliser une cup parce que justement, elle oubliait plus facilement. Ouais. Donc, tu sais, ça peut aider. Tu as aussi la contraception, donc, que tu sais. Quand tu parlais là, de thérapie hormonale, tu parles Mhm. pas nécessairement de transition de genre, hein? Tu parles vraiment de thérapie hormonale de contraception? Ben, dans le Les sens où, 2? dans le cas de ces jeunes trans-là, ils parlaient justement de vouloir commencer la thérapie de remplacement hormonal plus tôt parce que leur cycle menstruel leur posait un problème. Alors que dans De certains cas, transition de genre? oui, c'est OK, ça. OK. Que, par exemple, commencer la testostérone pour Ouais. ces personnes-là. Alors que dans des cas où certains attendraient plus longtemps puis prendraient, par exemple, des bloqueurs d'hormones jusqu'à être soit sûrs de leur décision, soit avoir envie tout simplement de commencer un remplacement hormonal si ça leur tente, ben, ils allaient un peu se précipiter dans non, non, je veux tout de suite commencer le remplacement hormonal parce que je veux à tout prix là, arrêter mes menstruations. Fait que c'est dans ce cas-là où ça peut être intéressant. Puis le fait que tu mentionnes les produits menstruels, c'est vraiment une avenue qui peut être intéressante quand on parle justement d'image corporelle puis de menstruation parce que les produits menstruels qu'on utilise vont jouer comme un gros rôle là-dessus. Puis OK. comme tu disais, pour les jeunes trans ou non-binaires, par exemple, une option qui peut exister, c'est des boxers menstruels, donc un peu comme des culottes Ouais. menstruelles, mais qui ont la forme d'un boxer. Ça, je sais qu'il y a NYX, par exemple, qui fait des boxers menstruels. Puis il y a aussi des boxers qui sont comme des boxers normaux, mais je sais pas si vous avez déjà essayé de mettre une serviette dans un boxeur normal, mais c'est comme ça colle vraiment mal. Mais il y a des boxers qui sont faits spécifiquement avec comme une bande de tissu supplémentaire dedans pour pouvoir coller les ailes d'une serviette menstruelle. OK. Donc, on peut utiliser des produits jetables ou des serviettes menstruelles lavables, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais en gardant un sous-vêtement qui peut-être là, nous aide à mieux nous affirmer dans notre genre. Ouais. C'est
une culotte menstruelle, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Puis même au niveau des gens qui ressentent pas nécessairement de dysphorie de genre, comme on en avait parlé, quelqu'un qui, par exemple, pendant ses menstruations, a tendance à se sentir un peu sale ou se sentir comme pas bien de baigner dans son sang, on va dire. Puis c'est quelque chose qu'on entend quand même chez les jeunes, là, ce sentiment de comme OK. si j'ai une honte par rapport à une menstruation ou que je me sens sale, ben porter une protection externe, ben ça me donne l'impression que genre je suis plus en contact avec mes menstruations. Fait que dans ces cas-là, ben une coupe menstruelle, un disque menstruel, par exemple, ou des tampons, ben ça peut être des solutions qui aident ces personnes-là à se sentir plus en confiance. Puis même quand on parle au niveau de la sexualité, tu sais, c'est quelque chose où parfois les menstruations vont faire comme un frein à la sexualité pour certaines personnes. OK. Puis ça peut jouer sur l'image corporelle. Si on est quelqu'un pour qui, par exemple, notre confiance en nous, notre image corporelle, ben, la sexualité vient un peu valider ça, ou on se sent beau, on se sent belle quand on a une sexualité avec des partenaires. Ben, on peut se dire, ah, ben là, si les menstruations, c'est comme la semaine où non, je peux pas. Ben là, c'est une semaine où, en plus, je me sens comme pas désirable, je me sens pas désirée parce que j'ai pas de sexualité puis ça me fait sentir bien. Ben, à ce moment-là, une protection qui est interne, puis ce qui est le fun des disques menstruels, c'est que c'est possible d'avoir une relation sexuelle pénétrative avec un disque menstruel. Ben, à ce moment-là, pour ces personnes-là, ça peut jouer sur leur estime d'elles-mêmes, sur leur image corporelle, de se dire, hey, c'est pas la semaine où là, je peux plus avoir de sexualité puis il faut que j'attende. Mais non, ça peut être la semaine où tu as de la sexualité quand même. Oui, ça va tellement varier d'une personne à l'autre. Là, il y a des personnes là, qui ne veulent rien savoir de la sexualité pendant les menstruations. Puis il y a des personnes qui, au contraire, de par l'afflux sanguin dans les organes, tout ça, vont avoir plus d'envie. Là. Donc, puis il y a des partenaires aussi qui sont pas à l'aise, puis il y a des partenaires qui sont à l'aise. Fait que c'est vraiment de faire comme on veut, dans le fond. Il n'y a pas de bonne réponse. Exactement. Ouais. C'est ça, puis c'est ça l'important, c'est de pas se mettre un frein si nous, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, puis savoir que ben, les protections internes peuvent aider, mais qu'aussi, par exemple, il y a des compagnies qui font des genres de couvertures absorbantes, que si tu as ta couverture absorbante que tu Oui. utilises, admettons, si tu vas avoir de la sexualité pendant tes menstruations, ben, tu te sens peut-être plus sexy que si c'est comme ta vieille serviette, que t'es genre, ah, c'est celle-là qu'on utilise quand on veut Fait que, faire ça. t'as raison. Ben C'est oui. comme ça peut aider à mettre l'ambiance aussi, on veut Ouais. dire. Puis pour les gens qui sont plus ou moins à l'aise avec les fluides, ben, un disque menstruel, ça peut aider aussi à réduire le Ça fait juste moins de sang. lavage à faire. Oui, Là. exactement. C'est pas mieux ou moins bon, là. C'est juste, c'est ça. C'est juste une autre option, là, dans le C'est fond. ça. Puis c'est ça qui est intéressant de discuter toutes ces options-là, c'est qu'au final, de réaliser que les problèmes qu'on peut avoir en lien avec nos menstruations ou la manière dont les choses qu'on n'aime pas à propos de la sensation physique, par exemple, des menstruations, ben on peut y pallier un petit peu là, selon justement les protections qu'on va utiliser. Puis d'ailleurs, ben, nous, à Love Québec, on a nos locaux qui sont ouverts aux jeunes qui Ouais. peuvent venir nous visiter. Puis on offre, merci à toi d'ailleurs, on offre des disques menstruels qui peuvent venir chercher gratuitement. Puis on a aussi des articles d'affirmation de genre. Donc, si c'est quelque chose qui les intéresse, ou puis des produits jetables aussi là, Oui, oui, oui. classiques, ou justement avoir cette accessibilité à différents produits menstruels parce que c'est pas tous les jeunes qui vont savoir que ça existe, mais aussi tous les jeunes qui vont avoir envie de demander à leurs parents, par exemple, de leur acheter une coupe menstruelle, un disque menstruel, ou Oui. qui vont avoir envie de l'acheter eux-mêmes, même si c'est rembourser les protections Dans écologiques beaucoup là, dans de beaucoup villes, là, ouais. circonscriptions. Mais c'est ça peut être le fun, justement, ou même si on ne sait pas si on va aimer ça ou pas, quand on est jeune, parfois, payer 40 pour une coupe menstruelle, ben, c'est comme beaucoup d'argent quand on n'est pas sûr que c'est quelque chose qui nous conviendrait ou pas. Fait que c'est sûr que être une ressource là, qui permet aux jeunes d'essayer ces produits-là, ça nous donne un peu un levier sur les aider à mieux vivre leur menstruation aussi. C'est quelque chose qui est comme plus difficile pour eux. Puis, tu sais, votre organisme, c'est tellement bien là, parce que c'est pas dans toutes les familles que c'est un sujet ouvertement, qu'on en parle ouvertement, la démonstration. Il y a des personnes qui sont menstruées et ils sont même pas au courant qu'ils vont l'être. Là. Donc, c'est pour ça que votre organisme a toute sa place. Là, puis, c'est tellement bien. Là. C'est ça. Puis c'est pour ça aussi qu'on essaie de parler de menstruation quand on donne de l'éducation à la sexualité. Là, on est chanceux, entre guillemets, que le programme inclut les menstruations dans le curriculum qui doit être discuté avec les jeunes quand on parle d'éducation à la sexualité. Mais ça passe aussi par l'éducation
hors des écoles, puis par l'éducation des gens qui vivent pas des menstruations. Puis Oui. nous, ça nous est arrivé, par exemple, tous les jeudis, on a des pop-up qui sont des activités, puis on en a eu un en collaboration avec Dignité mensuelle, justement. Puis on avait des garçons qui étaient là pour regarder la présentation. Puis c'est important que les gens qui vivent pas les menstruations soient éduqués dessus aussi, parce que non seulement, on va réduire ce sentiment de « Oh mon Dieu, c'est quelque chose de honteux » ou « C'est quelque chose de sale, puis il faut pas que les gens sachent que c'est quelque chose que je vis ». Puis aussi, ça permet à ces gens-là de meilleurs alliés puis de meilleurs compagnons pour les gens qui vont côtoyer, par exemple, qui ont des menstruations. Tu sais, quand on parle, par exemple, que chez les plus jeunes, la sexualité durant les menstruations, c'est quelque chose qui est plus comme tabou, quelque chose qui est plus impensable, on va dire, parce qu'il y a encore cette honte un petit peu, que leurs partenaires sexuels qui, peut-être, eux, ont pas de menstruation, soient éduqués là-dessus, ça peut aider aussi à réduire cette peur-là de « Oh mon Dieu, mais si quelqu'un savait que j'ai une menstruation ou si quelqu'un entre en contact avec une menstruation par accident, comme ce serait horrible. » Tellement, là. Plus on en parle, puis plus ça devient normal d'en parler, puis moins il y a de tabous associés à ça. Puis de toute façon, là, on ait des menstruations ou pas dans notre vie, on vient toutes au monde grâce au cycle menstruel, là. Donc, c'est la moindre des choses d'être au courant de ça, puis de reconnaître que c'est pas une maladie, ça fait partie de la vie, puis de juste l'accepter, là. Ben oui, puis quand on parle de ça, que ce soit pas une maladie, c'est quelque chose qui est intéressant parce que, admettons, si on essaie de faire des recherches sur des choses comme la synchronisation du cycle menstruel entre différentes personnes, ou si on essaie de faire des recherches justement sur le syndrome de dysphorie prémenstruelle, il y a beaucoup de choses que beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qui ont des menstruations vont te dire « Non, non, moi, je le sais que c'est vrai, moi, ça m'arrive, moi, je le sens », qui sont pas prouvées scientifiquement ou qui ont presque aucune recherche qui va dire « Oui, c'est vrai ». Je sais que au niveau, par exemple, justement, de la synchronisation des cycles menstruels, il y a très peu de recherches qui vont dire « Oui, oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui existe ». Puis je pense que c'est important de faire cette nuance où, oui, la science, c'est ce qu'on devrait un peu écouter. C'est ça qui nous donne des bons indices sur ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. Mais des populations qui ont été historiquement délaissées par la science, comme les femmes, les personnes trans, les personnes non-binaires, puis les femmes racisées encore plus, si ces personnes-là sont super sous-représentées dans la science, est-ce qu'on s'arrête juste à dire « Ah non, mais la science n'a pas prouvé que c'était vrai, fait que arrêtez de parler, on vous écoute pas ». Mais non, c'est pas parce que ça n'a pas prouvé qu'on ne peut pas se poser des questions et remettre les choses en question. Puis c'est comme ça que la science, en fait, va s'intéresser aux différents éléments, puis qu'on va avoir de la recherche là-dessus un jour, là. Oui, exactement. On peut pas... Dans ce contexte-là, on peut se dire que si le sujet n'a pas du tout été étudié, est-ce que ça veut dire que c'est pas vrai? Probablement pas. Puis qu'au contraire, l'évidence anecdotique de milliers de personnes, au final, ça vaut quelque chose, puis c'est pas juste des femmes qui se parlent entre elles puis qui s'inventent des histoires. Non, parce que de toute façon, ça varie tellement d'une personne à l'autre aussi, là. Donc, la synchronisation des cycles menstruels, c'est plus non que... Ça dépend vraiment des études. Ah. Les études les plus récentes que j'ai lues disent on n'a rien qui puisse nous prouver que c'est vrai. Mais est-ce que ça, c'est dire c'est pas vrai? Non, probablement pas. On sait pas, dans le fond. On laisse le mystère. Il y a tellement de personnes qui vont dire que c'est vrai puis c'est quelque chose qu'elles ont vécu que j'ai envie de dire faites plus de recherches là-dessus parce qu'il y a quelque chose à aller voir là-dedans. Puis même si c'était pas vrai, on peut aller se questionner sur pourquoi les gens ont l'impression que c'est vrai, qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait cette impression-là. Fait que c'est sûr qu'il y a encore quelque chose là, à aller chercher là-dedans. Puis les populations marginalisées, justement, comme les femmes l'ont été pendant très longtemps, elles le sont encore là, à certains degrés, elles ont été ignorées par la science. Fait qu'il faut aussi avoir cette nuance-là quand on court pour aller voir les études sur tout et sur tout, de se dire que les études sont faites par des êtres humains. Il y a des biais là, qui vont être humains là-dedans aussi. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que quand on parle de biais humains aussi, ça me ramène un peu à comment on vit les menstruations, comment on vit l'image corporelle. L'image corporelle, c'est très influencé par notre culture, c'est très influencé par notre époque, par notre genre, par notre famille. C'est quelque chose qui n'est pas tout seul en nous. C'est cette idée d'avoir un corps désiré puis un corps perçu, comme on a vu là, dans cette étude sur les fluctuations au niveau des hormones.
ben, c'est quelque chose qui nous vient de quelque part. Tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que ce corps souvent plus mince, par exemple, c'était le corps idéal, puis que pendant nos menstruations, qu'on se trouve pas belle, ben, c'est un corps qu'on perçoit comme étant plus gros. C'est quelque chose qu'il faut explorer aussi. Puis je regardais justement une étude là-dessus en particulier où ils avaient observé que dans certains pays où le rapport à la minceur n'était pas le même, par exemple des pays où être plus gros c'était perçu comme plus positif, les personnes avaient tendance à mieux vivre leur menstruation puis à avoir moins de changements au niveau de l'image corporelle pendant les menstruations, puis qu'au contraire, des pays où le rapport à la grosseur était très négatif, tu avais encore plus de différences justement pendant les menstruations. Fait que ça, je trouve que c'est comme super intéressant parce que quand on se questionne sur des pistes de comment mieux vivre nos menstruations, mais si on essaie de déconstruire un peu ce biais grossophobe ou ces croyances qu'on a qui viennent pas nulle part, qui nous sont inculquées par la société dans laquelle on grandit, on pourrait peut-être mieux le vivre. Tu sais, si c'est les ballonnements puis de l'impression, la rétention d'eau, admettons, qui te fait te dire « Oh mon Dieu, je me sens tellement pas belle pendant mes menstruations », c'est que tu associes ces choses-là à quelque chose de très négatif. Puis c'est un gros travail, là. On doit faire ça en un mois. Mais remettre ça en perspective, remettre ça en question, ça peut t'aider à mieux vivre ce changement physique réel. Puis, tu sais, de toute façon aussi, on parle dans la société dans laquelle on grandit et tout. Puis, peu importe là, qu'est-ce qu'on a connu dans le passé, on a toujours le pouvoir de s'en foutre, là. Oui. Non, on a tu sais, dans le fond, c'est comme le jugement des autres, c'est comme un cadeau qu'on reçoit, puis on a toujours l'option de l'accepter ou pas, le cadeau, là. Si tu te fais pointer du doigt ou tu sais, tu te sens pas à l'aise de par le regard des autres, tu as le choix de dire, moi, j'ai le goût de me sentir à l'aise, même si je suis ballonnée, puis ce sera ça, tu sais. Oui. Donc, au moins, on n'est pas enfermé dans cette prison culturelle-là dans laquelle on a grandi. Là. Non, c'est ça. Puis c'est intéressant parce que c'est quelque chose aussi, je crois, qui vient avec l'âge, dans le sens où on le sait que les adolescents, les jeunes, ils ont tendance à être très faire partie du groupe, c'est très important. Puis c'est normal, ça fait partie du développement de vouloir faire partie du groupe quand on est jeune. Puis justement, avec ça, je veux faire partie du groupe, c'est plus difficile de dire ton opinion. C'est vrai, là. C'est facile à dire aussi, mais oui. parce qu'après ça, il faut le faire, là, si on a envie. Puis... Mais c'est ça. Puis un concept que je trouve super intéressant, justement, quand on essaie de pallier à cet écart entre, OK, je sais qu'idéalement, comme je suis full déconstruit la grossophobie sociétale, puis ça me dérange plus, puis je suis ballonnée, puis je m'en fous, entre ça puis la réalité, comme il y a quand même un grand fossé. Oui, c'est ça. Mais c'est là que le concept, je sais pas si tu connais la neutralité corporelle, elle arrive, puis qu'elle devient super pertinente parce que, en fait, la neutralité corporelle, c'est un peu comme une réponse au mouvement de la positivité corporelle, dans le sens où le mouvement de la positivité corporelle va nous dire t'es toujours belle, peu importe, peu importe ta taille, ton genre, ta grosseur, ta couleur de peau, tes cheveux, genre t'es toujours belle. Puis le mouvement de la neutralité corporelle essaie un peu de regarder ça avec une lunette plus critique puis se dire OK, mais est-ce que c'est vraiment important d'être toujours belle? Parce que c'est un peu utopique de se dire je vais toujours me trouver belle. Genre, peu importe ce qui arrive, je vais avoir confiance en moi, je vais me trouver beau, je vais me trouver belle. La neutralité corporelle essaie de dire des fois, ça arrive, des fois, tu vas te trouver pas belle, des fois, tu vas te trouver pas beau, mais ta valeur va pas changer. T'es pas une pire personne cette journée-là. Tu mérites pas moins un bon traitement, tu mérites pas moins de prendre soin de toi cette journée-là parce que tu te trouves pas beau, tu te trouves pas belle. Puis, au contraire, essayer de se détacher là, de la beauté comme la chose qui nous valorise. Oui. Puis, au niveau du cycle menstruel, ce qui pouvait être intéressant, en lien avec la neutralité corporelle, il y avait une influenceuse qui fait de la mode qui s'appelle Mac Rose, qui parle beaucoup de ça, puis je trouve ça très intéressant. Mais elle donne des conseils pour s'habiller. Elle appelle ça un Bad Body Image Day, fait qu'une journée de mauvaise image corporelle. Puis, ce qu'elle dit, c'est justement... des fois, comme tu vas pas cette journée-là, ça marche pas, tu t'aimes pas, tu te trouves pas beau, tu te trouves pas belle, c'est correct de t'habiller d'une manière qui te fait moins penser à ton corps, par exemple. Cette journée-là, tu as besoin de t'habiller plus loose, tu as besoin de t'habiller avec des patterns ou des couleurs qui sont très distrayantes, qui attirent, tu sais, de pas porter des vêtements qui attirent l'attention nécessairement sur ton corps,
ça peut être un outil pour mieux vivre justement cette période, par exemple, de ton cycle menstruel où tu as une image corporelle qui est plus difficile. C'est à un moment où tu es déjà, je veux pas dire affaibli parce qu'on n'est pas affaibli, à un moment où tu vis déjà beaucoup d'émotions, que c'est déjà peut-être difficile. Oui, c'est un moment de vulnérabilité. Ben, c'est peut-être pas le moment d'être comme aujourd'hui, je me bats en plus contre les normes puis les standards de beauté. Puis c'est beaucoup, c'est correct. C'est ça. Puis des fois, c'est bien de se dire, ben écoute, je vais m'habiller d'une manière où j'y penserais pas aujourd'hui. Je vais pas me regarder, je vais pas m'analyser sous toutes les coutures. Je vais me dire, bon, aujourd'hui, j'y pense pas. Puis parfois, c'est ça qui va aider. Puis dans la même veine, si on le sait, admettons qu'autour de nos menstruations, ben on a tendance à se sentir insécure, qu'on a tendance à trouver que notre peau n'est pas comme on voudrait, que notre corps n'est pas comme on voudrait, ben si c'est possible, c'est pas le moment d'organiser un photoshoot quand tu sais que ça va être ton cycle, c'est pas le moment d'aller donner une conférence. Tu as le droit de te donner cette grâce puis cette empathie-là, de dire, hey, pour vrai, c'est un gros effort, puis ça me tente pas de faire cet effort-là à ce moment-là aussi. Là. Ben, tellement, là. Puis j'entendais quelqu'un l'autre fois qui disait qu'il planifiait son horaire du mois suivant en fonction de... Mais cette personne avait beaucoup de photoshoots dans la vie. Oui. Moi, personnellement, j'en ai pas. Mais si j'en avais, peut-être que oui, c'est ça. Ça me tenterait de le booker dans un moment où est-ce que je sais que je vais être plus à mon meilleur. Là. Mais oui. Puis ça, c'est une autre piste de solution aussi qui est intéressante, justement pour mieux gérer l'image corporelle en contexte de menstruation, mais de changer de perspective. Puis si on se tient toujours au même standard, puis que notre standard, on l'a placé à la période de notre cycle où on se sent le mieux, on se sent le plus énergisé, ben c'est sûr que ça va être difficile d'être aussi productif puis de te sentir aussi genre boss, puis aussi belle, puis aussi blablabla dans une semaine où ton corps joue pas dans ta faveur dans cette sphère-là. Puis si on se ressente là-dessus, puis qu'on se dit, hey, je suis pas... parce que j'entends parfois des jeunes ou même des moins jeunes qui vont réagir à ces changements-là en disant, ah, mais c'est plate, c'est comme si on a juste une bonne semaine dans le mois, on a juste comme 2 bonnes semaines. C'est comme, c'est comme, on a juste 2 semaines où on se sent full bien, puis après, on doit se sentir mal tout le long. Mais c'est un peu de se dire, cette bonne semaine, ben c'est pas ça ton standard, puis tes menstruations, c'est comme la mauvaise passe. Au contraire, tu restes la même personne tout ce cycle-là, puis t'es tout autant toi quand t'es super triste, puis quand ça va mal, puis quand tu te trouves pas belle, t'es pas le toi possédé par les menstruations, puis que tu restes la même personne tout le long. Puis je pense qu'adopter cette perspective, ben ça peut nous aider à dire, hey, tout comme je me connais, je sais je suis qui quand je suis à mon top, quand je me sens le mieux, ben je sais je suis qui quand je me sens pas bien, puis je vais en profiter pour prendre soin de moi à ce moment-là, pour pas me mettre les mêmes standards, pas m'attendre à ce que je fasse la même chose une semaine où je sais où je me sens pas bien, comparé à une semaine où je sais où je me sens bien. Trop de pression, là, sinon. Là. Exactement. Puis ça peut jouer sur cette idée de se sentir inférieur, de « Oh mon Dieu, ben là, je réussis pas ». Puis il y a une influenceuse fitness sur Instagram qui s'appelle... Attends, je vais le sortir. Emma Gilligan Fit. Okay. Puis elle parle beaucoup d'entraînement, mais vraiment comme d'entraînement de force au gym, puis en lien avec le cycle menstruel. C'est vraiment ça son contenu. Puis elle a un peu est devenue populaire parce qu'elle faisait justement des comparaisons de « Ah, ça, c'est mon corps semaine d'ovulation, puis ça, c'est mon corps semaine de menstruation. » Puis tu vois que, par exemple, il est beaucoup plus ballonné, genre sa semaine de menstruation, puis que c'est pas pareil. Puis le message qu'elle essaie de passer avec ça, c'est... Si, admettons, moi, pour qui comme le progrès au gym, c'est super important, ben si je me prenais en photo tous les jours puis j'étais pas du tout au courant de mon cycle, ben j'aurais l'impression, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comme je recule, genre j'ai pas réussi à faire... Ou tu sais, j'ai pas réussi à soulever aussi lourd cette semaine-là parce que je suis super fatiguée. Mais si je le sais pas, ben, je me dis, je comprends pas pourquoi la semaine passée, genre j'ai réussi à soulever tant, puis là, cette semaine, je suis pas capable. Tu sais, puis cette idée de pas comparer nos accomplissements, pas comparer nos sentiments d'un moment du cycle à l'autre quand c'est pas du tout la même chose, ben ça peut aider aussi à mieux vivre notre image corporelle. Puis un conseil, c'est de pas utiliser ça pour adopter des comportements de compensation. C'est pas « Oh mon Dieu, je suis dans ma semaine, puis là, j'ai l'impression que ma peau, elle va mal, puis là, j'ai l'impression que mon corps, il va mal, fait que j'adopte une nouvelle routine de skincare, je m'achète plein de produits, puis là, je vais changer mon régime alimentaire, puis là, je vais changer mon exercice. » Non, comme c'est pas... Ben non. C'est quelque chose de cyclique, c'est quelque chose qui va venir, qui va partir, puis c'est pas
le moment là, de vouloir tout compenser parce qu'on n'est pas à la hauteur comme on l'était la semaine passée. Au contraire, je pense que comprendre que c'est un cycle, ben ça nous aide à nous donner plus d'intelligence là-dessus. Ben, tellement, là, puis tu sais que c'est normal, puis de toute façon, on fait de son mieux dans les conditions qu'on a. Mais Bon, oui. aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué, mais ma voix n'est pas tellement bien, je suis malade, mais c'est ça, je fais de mon mieux, puis Ben oui, bravo. c'est ça, c'est ça. Non, exactement, c'est ça qu'il faut. Puis un bon outil pour ça, ça peut être même de plus prendre en note, de plus s'intéresser à son cycle. C'est par exemple, si tu remarques que il y a un moment dans le mois où tu te sens vraiment déprimé, tu as l'impression que personne t'aime, que tout le monde t'haït, puis voilà, mais prends-le en note, puis fais ça pendant plusieurs mois, puis c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu vas pouvoir regarder ça, comparer avec ton cycle, puis dire ah ok, enfin, il y a quelque chose qui colle entre les Ah deux, oui, il y c'est a pas rien, juste là. moi. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai entendu ça de gens qui me disaient que, oh mon Dieu, c'était drôle parce qu'à chaque mois, j'avais un moment de crise un peu où j'étais comme, mon Dieu, ma pauvre, non, mais moi, je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait, genre, tous mes efforts partis par la fenêtre, blablabla. Puis que ça a pris, genre, plusieurs mois pour que leur partenaire leur dise, non, mais c'est juste comme ça t'arrive à chaque mois, c'est juste ton cycle menstruel. Puis tu fais, ah oui, OK, c'est pas genre, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, tout dégringole, ma vie va plus, mais de prendre le temps de remarquer que si ça revient souvent, ben il y a des chances que t'as pas fait quelque chose de mal, il y a pas quelque chose que tu dois changer, c'est normal pour toi. Puis quand tu t'attends à quelque chose aussi, quand c'est du connu, c'est plus facilement acceptable aussi, là. Tu sais, Mhm. tu fais ah, OK, ou que tu sais que ça s'en vient, fait que là, bon, c'est ça, tu l'acceptes Ben plus. oui, non, non, ça a beaucoup de sens, c'est exactement ça, de se familiariser avec son cycle. Ben, non seulement aussi, ça nous aide à comprendre les raisons pourquoi ça arrive, puis ça peut Oui, rendre ça plus facile de l'accepter aussi, de se ah rendre oui, compte, ah, c'est tellement. parce que mon corps vit ça qu'il se passe ça. Par exemple, dans le cas, par exemple, de l'apparence physique en contexte d'ovulation, ben, les études suggéraient que c'est parce qu'on essaie d'attirer des partenaires pour potentiellement avoir une Procréer, là. grossesse, oui, exactement. Donc, on va être comme plus attirant pendant nos menstruations et vice-versa, qu'on va peut-être plus s'isoler, avoir des envies de nourriture pendant les menstruations parce que notre corps perd beaucoup d'énergie, on a besoin de, tu sais, comprendre les raisons derrière tout ça, je pense que ça peut nous aider à adopter cette neutralité corporelle, oui, mais aussi trouver une beauté dans ces changements corporels-là en se disant, ah, en ce moment, ce qui se passe, c'est mon corps qui fait telle chose pour telle raison. C'est pas moi qui perds le contrôle, c'est au contraire, c'est moi qui prends soin de moi, là, d'une certaine manière. Puis pourquoi tu penses qu'on devrait parler de l'impact physique des menstruations? Je pense que c'est important d'en parler, premièrement, justement, pour qu'on se rende compte que c'est pas dans nos têtes. Parce que je pense que beaucoup de personnes, les menstruations, c'est pas quelque chose dont on parle nécessairement à tout le monde. Puis si on n'est pas très informé sur ces changements-là, ben on peut justement avoir l'impression qu'on devient fou un peu. Ah, mais j'ai l'impression que je change physiquement. Puis là, ben, la science nous dit que ben oui, tu changes un petit peu Oui, physiquement, oui. ça se peut. Ou ah, j'ai l'impression qu'il se passe tel truc. Puis en parlant avec d'autres gens, tu réalises que, ah, OK, tout le monde se sent comme ça à ce moment-là du cycle. Je pense que en parlant, ben, on réalise que c'est pas nous qui sommes dramatiques, c'est pas nous qui nous inventons des histoires, puis que ça peut justement pousser la recherche aussi parce que, tu sais, si les seules preuves qu'on a, comme on disait, c'est qu'on a entendu de toutes sortes de personnes, mais qu'il n'y a pas de plus de preuves scientifiques que ça, ben plus on va en parler de ces changements physiques-là, plus ça va être facile dans l'imaginaire collectif de faire ah mais là tout le monde vit la même chose, si tout le monde en parle comme ça, ben peut-être qu'il y a quelque chose derrière qui vaut la peine d'être étudié, qui vaut la peine d'être prouvé, on va dire. Puis aussi, en parlant, je pense que c'est là qu'on change de perspective, justement, qu'on comprend l'utilité des notiques, qu'on comprend pourquoi ces changements-là arrivent, même se renseigner sur ah, telle hormone fait tel truc, donc ça a du sens que blablabla, comme la rétention d'eau, par exemple. Ouais, ben oui. Ben, ça peut nous aider justement à pas se poser plein de questions puis se dire ah, c'est peut-être ce que j'ai mangé ou c'est peut-être ce que j'ai fait l'autre jour ou blablabla. Se dire OK, non, ça a du Oh, je suis tellement malade. Oh non, je vais aller Oui. voir le médecin. c'est ça, exactement. Puis ça peut nous aider à adopter le plus de douceur envers nous puis envers notre corps, à pas toujours penser que chaque changement a été causé par quelque chose qu'on a fait, mais au contraire que quand on vit dans un corps qui a des menstruations, ben, il y a toutes sortes de changements qui arrivent. Je pense que c'est vraiment toutes ces choses-là qui font que c'est super important d'en parler. Puis d'ailleurs, je suis contente qu'on puisse en parler aujourd'hui. Oui, mais oui, tellement. Puis ça serait quoi différentes pistes de solutions que tu aurais pour nous suggérer aujourd'hui? Ben justement, ce serait de un, se pencher sur quel produit menstruel on utilise,
quel impact ça peut avoir. Comme on disait, il y a certaines personnes que quand elles se sentent vraiment pas bien, ben, la dernière chose qu'elles ont envie de faire, c'est rentrer quelque chose à l'intérieur de leur corps. Ben, pour ces personnes-là, quelque chose d'externe, ça va les aider. Pour une personne qui aurait de la dysphorie de genre, par exemple, en lien avec ses menstruations, peut utiliser des produits adaptés. Dans ce temps-là aussi, ça pourrait faciliter avoir une bonne image corporelle, porter des produits confortables. Ça pourrait faciliter quand on se sent tout serré parce qu'on fait de la rétention d'eau, des choses comme ça. Les produits menstruels, c'est une super bonne piste de solution pour mieux gérer l'image corporelle. Ensuite, ben, de s'informer sur notre cycle, comme on dit, de documenter justement tes changements, d'être capable de comprendre parce qu'en même temps, c'est pas la même chose et pas la même chose pour tout le monde. Donc, ce qui est important, c'est d'apprendre ce qui est normal pour toi. Qu'est-ce qui se passe chez moi? C'est quoi qui revient souvent chez moi? Mais ça peut vraiment aider là, à mieux vivre l'image corporelle pendant les menstruations parce que ça nous aide un peu à nous recentrer, à nous rappeler que, OK, c'est un truc cyclique, c'est pas quelque chose de nouveau qui vient de m'arriver. Au contraire, c'est quelque chose de familier, c'est quelque chose qui me surprend moins, justement, parce que je sais que ça va arriver à chaque fois. Puis tout ce qui est le résister au comportement de compulsion, c'est pas ce moment-là où tu fais des grandes décisions pour changer ta routine de soins de peau, pour changer ta routine au gym. Au contraire, c'est le moment de se dire, OK, c'est un moment où mon corps dépense beaucoup d'énergie, je vais prendre soin de moi, je vais rendre ça plus facile. Ça peut nous aider là, à nous décoller un peu de ça. Puis avec ça vient l'idée d'adopter plus de neutralité corporelle, de déconstruire peut-être nos propres biais grossophobes que tout le monde a, puis se dire, OK, ben si je prends du recul sur c'est quoi que j'aime pas de mon corps en menstruation, c'est que j'ai l'impression que je prends du poids, j'ai l'impression que mon corps prend plus de place, ben si on arrive là, petit à petit, c'est le travail de toute une vie, à pas considérer ces choses-là comme des choses qui sont hautement indésirables pour nous, ben ça peut nous aider à mieux le vivre aussi. Puis si ça, c'est comme ça va trop loin, ben on revient à la neutralité corporelle. Hey, peut-être que je me cache un peu, je m'habille d'une manière où j'y pense pas trop. Puis je passe à travers ce moment difficile, on va dire, je passe à travers ce moment difficile sans en plus essayer de comme militer contre mes propres pensées et tout. Parfois, prendre soin de soi, puis comprendre que on a des besoins différents à travers notre cycle, puis prendre cette occasion-là, pas comme pour essayer d'être la même chose qu'on est d'habitude, mais au contraire pour se dire, je sais que la moi menstruée, elle a envie de se reposer, de manger tel truc, de prendre du temps pour ça. Ben au final, parfois, le meilleur geste qu'on peut faire pour soi-même, c'est rien faire du tout, puis se laisser un peu passer à travers là, la phase qui peut être un peu plus difficile. Ah oui, puis de s'écouter, là. Oui, exactement, s'écouter. Ouais. Puis, pour terminer, est-ce que tu as envie de me raconter comment tu as vécu tes premières menstruations? Ouais. Dans le fond, je l'ai un peu mal vécu, moi. OK. J'avais justement beaucoup entendu de discours comme quoi les menstruations, c'était très associé à comme être adulte, tu sais, être une femme, genre être grande, blablabla. Puis moi, j'aimais ça être un enfant, j'étais contente. Oh, OK. Comme jouer, puis m'amuser et tout. Puis on dirait qu'on m'avait tellement mis dans la tête que c'était comme un grand moment charnière de tournant, de blablabla, que quand ça m'arrivait, je l'ai super mal vécu. Parce que j'étais comme, j'ai pas envie d'être une adulte tout de suite. Genre, j'ai envie, puis tu sais, j'étais quand même jeune, là, donc j'étais comme, pourquoi maintenant je dois être un adulte, genre, puis là, je dois être une femme, ça veut dire quoi? Moi, je veux juste rester comme j'étais avant. Je pense que j'avais peur que ce soit comme un gros changement parce que tout le monde, pour moi, le peignait comme ce gros changement-là. Puis, tu sais, je pense peut-être d'une manière à rendre ça plus joyeux, là, ils sont comme, c'est cool, c'est le fun, non, de devenir adulte. Mais d'où l'importance des mots utilisés, puis de valider aussi avec l'enfant, quand on en parle des menstruations, qu'est-ce qu'il comprend de ça? Parce que, justement, tu entendais les adultes autour te dire « Ah, c'est une belle chose, tu vas grandir. » Mais toi, tout ce que tu voulais, c'était jouer. Ben oui! Je voulais pas. Puis, tu sais, je pense même, par exemple, un jeune qui vit une certaine dysphorie de genre ou qui peut-être s'identifierait pas comme fille ou comme femme, ben se faire marteler ça en tête que tes menstruations, c'est le moment où tu deviens femme, ben ça peut être super difficile à vivre pour ça aussi. Ouais. Fait que je pense qu'il y avait comme une leçon qu'on pourrait tirer de cette expérience-là. C'est dans la manière dont on parle des menstruations, je pense qu'on peut avoir envie d'en faire cette chose genre grandiose, ce club de genre maintenant tu fais partie de blablabla parce qu'on veut rendre ça plus rassurant, mais pour certaines personnes comme moi qui est un enfant très stressé,
ben j'étais comme, mais je veux pas de gros changements, en fait. Comme, Ouais. pour moi, si on l'avait encore plus minimisé, puis t'es comme, ah ouais, c'est des menstruations, comme c'est rien de spécial, au lieu de me faire tout un, oh my God, c'est la fête de ta féminité, mais je pense que je l'aurais vraiment mieux vécu. Ben Fait oui. que je pense que cette nuance-là est intéressante entre en faire quelque chose de positif, mais pas non plus en faire tout un plat si c'est pas, si on n'a pas besoin de le faire. Puis tout ça, ça rentre dans un peu l'éducation à la sexualité, l'éducation autour des menstruations. Puis c'est pour ça que je suis comme super contente qu'on puisse faire ce qu'on fait, puis qu'on puisse aller en parler dans les écoles. Puis vu qu'on est au secondaire, ben, on a la chance d'en parler à des jeunes qui n'ont pas encore eu leur menstruation, tout comme à des jeunes qui les ont déjà eues. Puis savoir qu'on peut justement amener là, ces différentes perspectives-là pour préparer les jeunes à vivre ces choses-là, c'est super utile. Puis je pense que pour tous les parents, c'est bien d'être la personne qui en parle à ses enfants, mais il y a plein de ressources qui existent aussi. C'est quelque chose qui est pas super confortable là, pour eux. Ce que je retiens de ton histoire, là, c'est pas juste d'en parler à ses enfants, mais d'en discuter. Une discussion, c'est dans les 2 sens, de valider qu'est-ce que l'enfant a compris, puis qu'est-ce que l'enfant aimerait aussi, là. Tu sais, c'est ça, il y a des enfants qui en veulent, là, cette grande fête-là, avec les fleurs, et tout. Puis il y a des enfants que, non, j'ai envie que ça passe dans le beurre, Oui, puis c'est ça, qu'on de n'y vivre ma pense vie. pas trop. Non, c'est ça. Là. Non, c'est intéressant ce que tu dis, que ça doit être une discussion parce que je me souviens de m'en être beaucoup fait parler, mais c'est vrai que je me souviens pas de moi avoir pu poser des questions ou OK. tout ça. Là. Hey, mais merci beaucoup, Irène, d'être venue discuter avec moi. C'était super intéressant. Puis, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Oui, ben merci de m'avoir reçu, puis merci de faire ce que tu fais, parce que je pense que ça va vraiment être une belle ressource, là, cette balado-là pour les gens qui vont vouloir l'écouter. Puis si l'Offre Québec, c'est quelque chose qui vous intéresse, que les gens veulent en savoir plus sur ce qu'on fait, j'ai un compte Instagram, c'est Irène Love _QC. Puis c'est un compte Instagram où en fait je suis disponible pendant les heures de travail, fait que pendant les jours de semaine de 9 à 5 pour que les jeunes m'envoient directement des messages, des questions, les jeunes et les moins jeunes aussi. Donc, si vous voulez comme me contacter directement, c'est quelque chose que les gens peuvent faire. Puis sinon, la page Love Québec, là, en tant que telle, va parler des activités qu'on organise, dont ces ateliers le plus éducatifs. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Puis, à bientôt. À bientôt.